7h42, le 9 septembre 1981, Jacques Lacan disparaissait. C'est donc aujourd'hui, à l'occasion du 30e anniversaire de sa mort, que ce matin et tout au long de la journée, France Culture consacre ses programmes au célèbre psychanalyste qui a marqué le monde intellectuel français de l'après-guerre. Beaucoup de publications sortent à nouveau en librairie, la preuve que toute l'œuvre de Lacan reste encore aujourd'hui très commentée, voire controversée, et que même la personne même de Jacques Lacan suscite de nombreuses polémiques, controverses, inimitiés qui n'en finissent pas de se développer dans le monde parisien. Ce ne sera pas le sujet du jour. Nous évoquerons ce Jacques Lacan, ce médecin de l'âme, comme le décrit Elisabeth Rodudesco dans son livre « Lacan, envers et contre tout », publié au Seuil, et qui a été aussi le représentant d'une véritable aventure intellectuelle dont les résultats sont encore très présents dans notre société. Ce qui fait écrire à Catherine Clément dans Le Monde daté d'aujourd'hui, le 21e siècle est d'ores et déjà lacanien. Dites-nous, vous, aujourd'hui, Jean-Claude Milner, qui publiait chez Verdier « Clarté de tout », et où, au fond, le sous-titre, déjà, donne l'idée que, justement, il y a une traversée de Jacques Lacan dans toute la pensée qui l'a précédé, celle qui l'a succédé, de Lacan à Marx, d'Aristote à Mao. Jacques Lacan, le XXIe siècle, est d'ores et déjà lacanien. Vous êtes d'accord avec ce titre du Monde des livres, et notamment signé par Catherine Clément ? C'est un titre en anticipation. D'ores et déjà est, si j'ose dire, de l'ordre du vœu. Mais il est clair que, en tout cas dans l'espace de la langue française, disons des langues romanes en général, l'Amérique latine, l'Italie, l'Espagne, la pensée de Lacan, le discours de Lacan, l'orientation lacanienne, joue un rôle absolument décisif et multiple, en vérité. Intellectuel, d'une part, mais aussi d'une manière moins forcément visible dans le domaine de la politique, dans le domaine de l'art, des arts plastiques, mais aussi du théâtre et du cinéma. C'est une présence qui est, disons, moins manifeste que d'autres présences, mais qui peu à peu apparaît de plus en plus insistante. Donc je dirais que le siècle qui commence est certainement lacanien. Il est à l'orée de l'être. Pour reprendre le mot d'ores et déjà, il est plutôt déjà à l'orée d'être lacanien. Jean-Claude Milner, vous publiez Clarté de tout. Tout à l'heure, Bruce Couturier nous parlera justement de votre livre et vous interrogera à ce propos. Moi, j'ai envie de vous demander tout de même, pour ceux qui ne connaîtraient pas Lacan, les jeunes auditeurs, ceux qui ne sont pas forcément férus et grands connaisseurs de toute l'histoire de la psychanalyse, j'ai envie de vous demander, vous, au fond, quand même, quelle a été justement alors votre rencontre et comment, ce que vous dites dans votre livre, mais comment, du coup, l'enseignement lacanien, la pensée lacanienne a changé ou fait évoluer ou vous a conduit vers des chemins que vous n'auriez peut-être pas pris sans Jacques Lacan. Et puis quand même peut-être, parce que quand on évoque Lacan, il suffit de piloter maintenant sur Internet pour voir le nombre de vidéos où l'on voit l'acteur, l'orateur extraordinaire, dandy, qui était Jacques Lacan. Quelle a été votre impression quand vous l'avez découvert pour la première fois dans ces séminaires, Jean-Claude Milner ? En fait, je l'ai rencontré de deux manières. J'ai rencontré d'abord de manière, en quelque sorte, par un intercesseur qui a été, en l'occurrence, Jacques-Alain Miller, qui a fait une série de cours sur Lacan à un moment donné où très peu de gens, en vérité, avaient une connaissance des textes. Lui-même découvrait à ce moment-là les textes. C'était Althusser qui avait voulu cela. On est au début des années 60 ? Oui, 62, quelque chose comme ça. Je suis assez mauvais pour les dates, mais c'est cette zone-là. Et je le raconte souvent. Lorsque, au séminaire de Roland Barthes, j'ai entendu le nom de Lacan, c'était la première fois que j'entendais ce nom, et j'ai demandé si Lacan était mort ou vivant. Tellement j'étais, et je dis mais c'était l'ensemble des normaliens, des jeunes étudiants à ce moment-là. Donc, il y a eu cela. Et puis ensuite est venu très tôt,
dans l'espace de, mettons, 15 jours, c'est de cet ordre-là, la décision de Louis Althusser de faire venir Lacan à la rue d'Ulm parce que Lacan avait été notifié par l'administration de l'hôpital Sainte-Anne qu'il ne pourrait plus assurer son séminaire à Sainte-Anne. Il pourrait continuer ses présentations de malades, son activité de psychiatre, puisque Lacan avait une activité de psychiatre extrêmement importante, mais il avait son séminaire, par ailleurs, l'administration de l'hôpital Sainte-Anne lui a dit non, c'est fini. On estimait qu'il ne fallait pas mélanger ? Je ne sais pas quelles ont été les raisons. Lacan, psychanalyste, orateur, débatteur, du Lacan, psychiatre à Sainte-Anne. Je ne sais pas quelles ont été les raisons qui ont été avancées par l'administration de l'hôpital Sainte-Anne. Il faudrait refaire l'histoire. Je l'ai pas, j'ai pas vérifié la chose. Mais en tout cas, c'est un fait. Et Althusser, à ce moment-là, dit à Lacan, mais c'est très simple, venez à la rue d'Ulm. Et cela a changé totalement la donne. D'abord pour Lacan lui-même, parce qu'il a eu affaire à un public qui était totalement disjoint de l'institution hospitalière. Et d'ailleurs, un certain nombre si j'ose dire, des vieux participants ont senti cela, et parfois de façon assez négative. Ils ont eu le sentiment qu'il y avait quelque chose de nouveau. Et effectivement, il y avait quelque chose de nouveau. Mais ça a été aussi un changement disons pour moi, mais là je parle, je pense, comme symptôme, un symptôme plus général, pour quelqu'un qui était comme moi, formé par la dure discipline des Caïn, la dure discipline de l'école normale supérieure, un rapport à l'expression orale qui était totalement singulier, qui n'avait rien à voir. C'est-à-dire ? Je dirais que... Pas dans les canons de l'enseignement institutionnel de l'époque, en décalage, en opposition. C'était, si vous voulez, l'universitaire, là je ne me moque pas du tout, l'universitaire, des grands universitaires que j'avais pu connaître, et parmi eux j'inclus Althusser, le rapport était fondamental à ce qu'il disait, pas à la manière de le dire. Donc, en vérité, même s'il se permettait des traits d'humour, occasionnels, etc., la manière de le dire n'était pas fondamentale. Tandis que Lacan était quelqu'un qui considérait qu'il fallait accorder la plus grande importance à la manière dont c'était dit pour que ce qui était dit soit entendu. J'ose un mot qui va vous paraître trivial. Ça veut dire quoi ? Accorder de l'importance à la manière, quoi ? Au spectacle ? Alors, au spectacle du verbe ? Ça incluait, je dirais, ça pouvait passer par le spectacle. Je dirais que l'arme fondamentale, c'était la rupture de ton et la rupture de phrase. La rupture de ton, c'est-à-dire commencer sur un mode extrêmement... disons, abstrait, philosophant, et terminé par un mot d'esprit, un calembour, une allusion éventuellement polissonne. C'était aussi la rupture de phrase, c'est-à-dire rythme. C'est-à-dire que vous aviez un rythme lent et qui se terminait par une conclusion extraordinairement rapide, ou l'inverse. Vous aviez une phrase d'une rapidité extrême, tenant, si j'ose dire, en quelques mots, et puis après, vous aviez un déploiement. Alors, bien entendu, il y avait le spectacle, c'est-à-dire l'intervention du geste de la main, chose très rare à l'époque, l'académie, c'est-à-dire le langage académique. Le corps doit être invisible, absolument, translucide. Prenez quelqu'un comme Sartre, Dieu sait que ce n'était pas une figure académique, Sartre ne parlait pas en faisant intervenir son corps. Quand on le voit à la télévision, il est, si j'ose dire, immobile. Une sorte de neutralité. Neutralité, et c'était, si j'ose dire, la règle. Ceux qui violaient la règle, il y avait des histrions. Là, ce n'est pas du tout ça. Le geste, c'est ce que j'appellerais la rhétorique corporelle, qui a une longue histoire, qui vient de l'Antiquité, et Lacan connaissait très bien cette histoire, ça remonte à Cicéron, considérait qu'il y avait des moments
où le geste faisait partie intégrante de ce mouvement qui fait qu'on entend ce qui est dit. Alors, ça, c'est le spectacle, c'est l'homme que vous faites vivre. Que vous apprend-il ? Que fait-il, que met-il à jour dans cette société française du début des années 60, qui frappe à ce point l'esprit des jeunes gens que vous êtes et qui va faire école, notamment par rapport, vous, à la question de la linguistique, nous y reviendrons, mais déjà par rapport à la question de la psychanalyse après Freud. Jean-Claude Milner. Il y a véritablement deux choses. Il y a d'une part, effectivement, ce qui concerne Freud. Et il faut bien se rappeler, on l'a oublié, mais à l'époque, il y avait une sorte de rapport à Freud qui était un rapport en quelque sorte balisé par Sartre, en vérité, dans L'être et le néant et dans d'autres textes. Freud est quelqu'un de très important dans cette approche, quelqu'un de très important, mais c'est très important parce que c'est de l'ordre, en quelque sorte, de la mise au jour de ce qui est caché et profond. Et Lacan ne raisonne pas du tout en termes de caché, de profond. Son dispositif, je dirais que c'est plutôt, mais regardez la surface. C'est en surface que se passent les choses. C'est en surface que vous verrez qu'il y a des ruptures. Elles ne sont pas si cachées que ça, les choses à trouver. Au contraire, elles sont là. Visible. Quand il fait parler la vérité en première personne et qu'il dit moi la vérité, je parle, ça veut dire écoutez ce qui est dit. C'est déjà dans ce qui est dit. Ça me rappelle une remarque que faisait un auteur de film noir. Il disait, mais tout est dans le scénario. Et en fait, ce qui apparaît comme obscur, sombre, caché, c'est présent. Simplement, il faut l'attention. Je dis toujours la vérité. Pas toutes. Voilà, court extrait, je dis toujours la vérité, pas toutes. Le blanc, évidemment, le silence est parfaitement mis en scène. Le pas toutes, tout d'un coup, induit évidemment une espèce de gouffre. Mais je cite la suite qui n'était pas audible dans l'archive, parce que la dire toute, on n'y arrive pas. Les mots y manquent. C'est même par cet impossible que la vérité tient au réel. Est-ce que cela veut dire qu'à cette époque-là, ce discours-là, ce que vous entendez là, vous donne à penser que la pensée de Lacan va vous permettre de voir dans sa réalité ce qu'est la société française du moment et qu'il faut du coup aussi la changer et que cela induit quelque chose de l'ordre de prise de conscience politique? Je ne dirais pas ça comme ça. Je dirais que d'un côté, nous étions, je dis nous au sens, c'est un petit nous, mais enfin nous malgré tout, nous étions déjà convaincus par le biais du marxisme, en vérité, le marxisme dont Althusser était porteur, nous étions déjà convaincus que la société pouvait et devait être changée. Mais ce dont Althusser était porteur, à savoir le marxisme, et je ne parle pas de la pensée althussérienne elle-même, je parle du marxisme tel qu'il a fonctionné à ce moment-là, était une sorte de pensée saturante. Et l'expression qui a été reprise à ce moment-là par nous dans plusieurs occasions, c'est une expression de Lénine. La théorie de Marx est toute puissante parce qu'elle est vraie. Le mot important dans toute puissante, c'est tout. C'est-à-dire que la théorie de Marx peut tout. Or, ce que vous venez d'entendre, et c'était déjà présent, c'est chez Lacan la dimension du manque. Donc la théorie de Marx, si elle est vraie, précisément n'est pas toute puissante. Et c'est ça qu'on a commencé à entendre, mais qu'on a commencé à entendre dans une sorte de tension qu'on n'arrivait pas à faire se superposer. Toute l'histoire des années qui ont suivi, avec mai 68, le gauchisme, la fin du gauchisme, mettent en quelque sorte en scène du discours cette tension entre la vérité va avec la toute-puissance d'un côté, et de l'autre côté, la vérité, c'est justement du côté du patou. 8h17 les matins de France Culture, deuxième partie, débat, discussion avec Daniel Salnave et Brice Couturier. Brice Couturier, c'est lors de votre chronique sur justement le clarté de tout de notre invité Jean-Claude Milner.
Alors, autour de 68, les franges les plus remuantes de l'université gravitaient autour de 3 pôles d'attraction. Des disciplines excitantes qui n'avaient pas encore droit de citer dans l'université, qui étaient la linguistique structurale, la psychanalyse lacanienne et le marxisme. Entre ces 3 constellations que tout aurait dû logiquement contribuer à écarter les unes des autres pour des raisons qui seraient trop longues à développer, se produisaient pourtant d'étranges arcs électriques. Le structuralo-marxisme, le freudo-marxisme et le structuralo-freudisme dont Lacan est le nom. Mais comme on peut le remarquer à cette énumération, si on pouvait tenter d'exporter les concepts d'un champ dans l'autre, comparer par exemple le fonctionnement de l'inconscient avec celui du langage, ou chercher une coupure épistémologique dans l'œuvre de Freud, etc., la grande synthèse, celle qui aurait permis de fédérer les 3 pôles, elle, était exclue. Les freudo-marxistes reprochaient aux structuralo-freudiens de passer à côté de l'événement révolutionnaire. C'est exactement ce que voulait dire Lucien Goldman à l'époque quand il commentait les barricades en disant « les structures ne descendent pas dans la rue ». Les structuralo-marxistes, de leur côté, considéraient la psychanalyse comme une manifestation de narcissisme petit bourgeois visant à faire diversion à la lutte des classes. Et Lacan, qui était Jean-Claude Milner du côté des structures, voyait avec inquiétude sa progéniture et son gendre, Jacques-Alain Miller, rejoindre la gauche prolétarienne. Se souvenir toujours de sa mise en garde à Lacan à la fac de Vincennes en décembre 69 où j'étais étudiant. L'aspiration révolutionnaire, disait-il, ça n'a qu'une chance, d'aboutir toujours au discours du maître. C'est ce dont l'expérience a fait la preuve. Ce à quoi vous aspirez comme révolutionnaire, c'est à un maître et vous l'aurez. Fin de citation. Dans le cadre d'une fac dont les turiféraires de Mao Tse-tung étaient devenus, souvenons-nous, les vrais maîtres, menés par un certain Gérard Miller, dans cette base rouge où les Mao n'hésitaient pas à interdire de séjour pour 15 jours un prof révisionniste pour un article paru dans l'Humanité, c'est arrivé à André Gusselbrecht, j'étais là, il fallait être un Lacan pour oser s'exprimer ainsi. Jean-Claude Milner, vous fûtes un lacanien maoïste. Autrement dit, le cas à peu près unique qui infirme la théorie que je viens d'exposer. Vous avez été en effet à la fois un linguiste structuraliste, un militant maoïste et un disciple de Lacan. Vous pouvez en parler au présent, hein, il est bien vivant, il est avec nous. Je ne sais pas s'il est toujours maoïste. À côté de vous. Justement, je crois qu'il est plus maoïste. Votre dernier livre peut être lu comme un hommage à cette pensée, celle de Lacan, qui a bouleversé votre vie et dont vous persistez à prôner la clarté, quand tout le monde le trouve obscur, et je ne fais pas exception. Hier, dans la seconde partie de la grande table sur notre station de radio, Roland Castro racontait comment sa psychanalyse avec Lacan, par Lacan, l'avait sauvé de la déprime post-maoïste. Il prétendait d'ailleurs que Lacan avait contribué à dissuader un certain nombre de maoïstes importants de plonger dans ce qu'on appelait la lutte armée, bref, la tentation terroriste à laquelle n'ont pas su résister les Italiens des Brigades Rouges et les Allemands de la bande à Bader. Il leur manquait sans doute un Lacan. Est-ce que cela correspond, Jean-Claude Milner, à votre expérience ? Est-ce la fidélité à Lacan qui vous rend aujourd'hui si sceptique envers toute vision politique du monde ? Bref, est-ce Lacan qui vous a rendu si sage ? Jean-Claude Milner. Je ne suis pas sûr que je reprendrai le mot sage à mon compte et votre historisation non plus. Pour une raison très simple, c'est que pour moi, et je m'en suis expliqué à plusieurs reprises, 68 a représenté une véritable rupture. Avant 68, ce que vous décrivez, je pourrais vous chicaner sur les détails, mais il est clair qu'avant 68, dans mon cas, je suis obligé de parler des cahiers pour l'analyse, c'est le mot analyse, je veux dire ce mot-là, qui est censé opérer la translation. Autrement dit, l'analyse mise en œuvre dans la psychanalyse, l'analyse du langage mise en œuvre dans la linguistique structurale, l'analyse des formations sociales mise en œuvre par le marxisme, spécialement dans la lecture qu'on avait donnée Althusser. Ces 3 modes sont en fait ramenable à un seul. Tout le projet. Avec vous. Attendez, je viens de lire les sommaires des cahiers pour l'analyse. On a le temps, c'est le débat. Laissez finir Jacques Milner. Tout le projet des cahiers pour l'analyse, et c'est là-dessus que finalement 68 l'a fait se terminer, c'était de mettre au jour cette, en quelque sorte, analyse qui rassemble comme ces trois modalités. Bon, 68 est arrivé, et 68, pour moi, a été la mise entre parenthèses de Lacan.
C'est-à-dire que pendant la période où j'ai été à la gauche prolétarienne, où j'ai été maoïste, Lacan a été totalement mis entre parenthèses. C'est-à-dire que j'ai cessé de le lire, j'ai cessé de le... Et comme un reniement ? Non, c'est pas un reniement. Ou parce qu'il n'était plus utile à la cause à défendre ? Non, c'est une obsolescence. Enfin, l'idée que quelque chose est obsolète. C'était derrière. Était derrière. Et en fait, ça va de pair avec l'idée que tout ce qui relève de l'intime est obsolète. L'intime est obsolète. Et ça confirme ma théorie. Et là, je peux faire... Narcissisme petit bourgeois. Oui, enfin bon. Je vous laisse... Vous êtes incorrigible. Je vous laisse libre de vos expressions. Je peux le confier, ce n'est pas un secret absolu, mais je n'en ai jamais fait état par écrit. Ce qui a pour moi été la catastrophe qui a fait que le gauchisme m'a explosé entre les mains, c'est tout simplement le suicide de ma sœur. Et à ce moment-là, l'intime a repris tous ses droits. Ce qui paraissait frivole avant, par rapport à la lutte politique, est apparu brutalement fondamental. Et par cet angle-là, la pertinence disons, de l'orientation psychanalytique, mais aussi, plus particulièrement, la pertinence de Lacan, que j'ai à ce moment-là, avec qui j'ai correspondu, puisque ma sœur était en analyse avec Lacan, tout cela a rééquilibré, si j'ose dire, modifié profondément le dispositif. Je confirme, j'ai regardé les sommaires des cahiers pour l'analyse pour préparer cette émission et j'observe qu'au cours de son histoire qui est courte, ça va de 1966 à 1969, les cahiers pour l'analyse passent de la référence à Lacan qui ouvre le premier numéro à celle de Foucault qui ouvre le numéro 9 qui est consacré à la généalogie des sciences en passant par Althusser. Donc on voit bien que progressivement la psychanalyse disparaît des cahiers pour l'analyse qui est convertie au structuralo-marxiste et encore une fois, ça ne fait que renforcer ma thèse. On ne pouvait pas avoir les trois pôles à la fois en main, on pouvait en joindre que deux et vous êtes en train de nous dire en réalité que votre évolution sur le plan intellectuel comme sur le plan personnel, c'est le passage, je dirais, d'un freudo-structuralisme à un structuralo-marxisme qui exclut Lacan. Et puis, vous fêtes retour à Lacan et vous cessez d'être maoïste. Il y a un certain rapport quand même. Non, Jean-Claude Milner. Votre présentation ne me satisfait pas parce que le structuralisme était aussi frappé d'obsolescence par le maoïsme. Excusez-moi de le rappeler. Le maoïsme auquel j'ai accordé de l'importance, c'est le maoïsme de la grande révolution culturelle prolétarienne, laquelle fait table rase de toutes les formes culturelles. Donc, on ne peut pas parler de structuralo-maoïsme ou quoi que ce soit de cet ordre. Le maoïsme... Il y avait des maoïstes althussériens quand même. Et Althusser était le grand porte-parole du structuralo-marxisme, son théoricien. Eh bien, peut-être que je vais vous apprendre quelque chose qui vous surprendra, mais le maoïsme d'après 68 considère Althusser comme à jeter aux poubelles de l'histoire. Donc, il est très nettement anti-althussérien et de face, alors, un respect à l'égard de la personne, des formes qui sont gardées, mais je pourrais faire état de discussion, enfin, tout le fond. C'est à son séminaire que le JCML a été créé quand même, dans l'ensemble. L'UJCML, c'est le maoïsme d'avant 68, et là, je vous parle du maoïsme d'après 68. Ce sont deux maoïsmes totalement différents. Le maoïsme d'avant 68 ne prend pas à bras-le-corps la question, la question sérieuse qui est posée par la révolution culturelle. Le maoïsme d'après 68 la prend à bras-le-corps avec ce qu'on pourrait appeler la volonté de considérer que toutes les formes culturelles, y compris la politique, sont frappées d'obsolescence par la Révolution. C'est une pensée extraordinairement forte. Comme je l'ai souligné, c'est toutes les formes culturelles, donc la politique, mais aussi, pour moi ça a été un moment extrêmement important, ce qui est présenté comme idéologie de la survie, c'est-à-dire l'idée très puissante qu'a évoqué le maoïsme à ce moment-là, que la culture, en général, c'est ce qui permet aux hommes de survivre. Et puisque la culture est un ennemi de la révolution, alors
l'idéologie de la survie doit être considérée comme la cible principale. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, d'extrêmement violent, d'une violence telle que quand j'ai été confronté à cette proposition, la question de la survie, c'est de l'idéologie, je me suis dit, là, ça va dans une direction que je ne peux pas suivre. Et du coup, le fait de reprendre langue avec Lacan dans l'après 68 vous a permis justement de renouer avec les chemins que vous décrivez dans Clarté de tout, c'est-à-dire l'importance que Lacan apportait au réseau. Vous racontez que la clarté de Lacan, c'est la clarté en réseau, qui du point de vue du lecteur signifie que c'est une clarté en parcours. Il y avait donc un nouveau parcours avec comme canne, si j'ose dire, comme béquille à nouveau Lacan. Oui, si vous voulez, mais sur l'interdisciplinarité, la prise en compte de plusieurs réseaux et comment les relier. Mais c'est aussi parce que Lacan a engagé un parcours, puisque pour lui aussi, m'a-t-il semblé, c'est comme ça que moi je l'ai lu et je le lis toujours, 68 a représenté une rupture. Autrement dit, entre le Lacan d'avant 68, qui est pensez, si je veux dire, à la veille de 68, Lacan arrive à une sorte d'équilibre presque parfait, presque parfait, où le marxisme est situé dans la lecture althussérienne, le savoir universitaire est situé, la philosophie est située, tout est absolument harmonieux et situé. Et après 68, tout est bouleversé. Parce qu'en vérité, la référence au structuralisme cesse de fonctionner comme cette espèce de clou d'or qui va faire tenir ensemble toutes les parties. Mais sans être indiscret, mais peut-être l'avez-vous déjà écrit, Jean-Claude Milner, que vous dites-vous avec Jacques Lacan quand vous renouez avec Lacan, justement, après cette période de 68 au sens, que vous dit-il? Est-ce qu'il vous juge? Est-ce qu'il vous dit, est-ce qu'il y a une façon de dire, vous revenez? Non, pas du tout. Que se passe-t-il dans l'échange? Il ne jugeait pas, c'était pas du tout son mode. Il ne jugeait pas les gens qu'il avait en face de lui. Il pouvait juger par ailleurs, mais je veux dire, quand il avait en face de lui quelqu'un, profondément, ça n'était pas de cet ordre-là. Et c'était une énorme différence, puisqu'on en parle de cette période, avec la période que je venais de vivre, qui était celle du gauchisme, où on était constamment jugé en termes de justesse de ligne politique. Le procès permanent. Oui, en tout cas, l'examen permanent. Donc c'était une énorme différence. Et ce qui l'intéressait, puisqu'en fait, la question, c'est de savoir, en l'occurrence, il y a ce qui, moi, m'a intéressé chez Lacan, qui est venu progressivement et sur lequel je m'explique dans plusieurs livres et dans Clarté de tout en particulier. Sur la langue, voilà. Il y a aussi la raison pour laquelle Lacan, pendant quelques temps, pas très long, s'est intéressé à moi et à mon parcours. Et ça l'intéressait beaucoup, en l'occurrence, que, au sortir du maoïsme, je trouve, et d'un deuil, faisant partie d'un travail de deuil dont il était le premier, témoin, et dans une certaine mesure, un des seuls, à l'issue de cela, je cherche comme point d'appui le savoir scientifique, c'est-à-dire la linguistique. Ça l'intéressait beaucoup. Parce que ça l'intéressait parce qu'il ne connaissait pas tellement... Enfin, il connaissait évidemment beaucoup, mais cette figure-là, ce cas particulier où quelqu'un surmonte ou travaille le double deuil de considérer qu'il s'est trompé pendant 2 ans d'un côté et d'une part, et d'autre part qu'il a rencontré la mort d'une sœur très, très, très proche et très aimée, que ce travail-là passe par la référence à la science, c'était quelque chose qui l'intéressait. Daniel Salnave. Oui, je vous ai lu avec énormément d'attention. C'est un livre difficile, mais que j'ai lu. Et je suis très frappée que vous abordiez, c'est un fil qu'il faudrait tirer, que nos lecteurs, nos auditeurs ont intérêt à tirer, cette question du rapport entre la culture et la survie. Ce que vous dites effectivement, que la révolution culturelle pose que la culture est de l'ordre de la survie, donc doit être éradiquée, approche au plus près d'un nœud de violence diabolique, en quelque sorte, qui était celui dont vous vous êtes séparés. Ce qui me
pousse à poser quelques questions. Elles ne sont pas du tout de l'ordre de la provocation purement journalistique, pas du tout. Mais je suis frappée de voir que par rapport à d'autres moments où on a parlé de Lacan, à la parution de quelques livres, ceux du Maître d'Unesco ou d'autres, plusieurs thèmes ont été abordés à ce moment-là qui ne me semblent pas abordés aujourd'hui, non pas dans votre livre, mais dans d'autres, l'article de Catherine Clément et d'autres. Des deux thèmes sont les thèmes suivants. Petit 1, est-ce qu'il n'y avait pas chez Lacan quelque chose de dangereux, entre guillemets, dans sa propre pratique. Le cas que vous avez très douloureux, vous évoquez, d'autres qu'on connaît, sans vouloir imputer une responsabilité. Il y a quelque chose de très douloureux dans cela. Donc, on a été très brutal à une époque. On a même parlé d'imposture, on a parlé de charlatanisme. C'est le premier point. Et l'autre point qu'on a abordé très violemment à une époque, il y a eu un débat sur ces ondes entre Raphaël Enthoven et Elisabeth Roudinesco, je ne sais plus, en 2005, je crois, sur la question de l'argent. Il se trouve qu'à la fin de sa vie, au moment où Lacan laisse un héritage, on en trouve la liste dans le dernier livre d'Elisabeth Roudinesco. C'est une collection fabuleuse d'œuvres hors de prix, sans prix qu'il laisse. Bon, est-ce que pour autant je veux tenir un discours poujadiste sur la psychanalyse, c'est l'art de faire du fric sur la maladie ou la souffrance? Non, je vais pas du tout, c'est pas du tout dans ce sens que je vais. Mais les interrogations qui se posaient à ce moment-là, est-ce qu'il ne faut pas de nouveau les poser sereinement si c'est possible? Voilà, c'est tout. Jean-Claude Milner. Je commencerai par la deuxième. Lacan, sur cette question, s'explique, ou en tout cas a des déclarations tout à fait claires. C'est dans Télévision, l'entretien qu'il a avec Jacques-Alain Miller, où la question est posée, et où Lacan dit très précisément « Je suis un self-made man ». Il y en a eu d'autres, mais pas de nos jours. Ça veut dire qu'il dit de lui-même qu'il s'inscrit dans un modèle qui est le modèle de l'enrichissement et de l'enrichissement capitaliste, un moment et dans un pays où ce modèle est quelque chose de, disons, sinon disparaissant, en tout cas n'est pas prédominant. On n'est pas aux États-Unis de ce point de vue-là. Alors, pourquoi la question de l'argent ? La question a été posée à plusieurs reprises. Il ne faut pas oublier deux choses. La première, c'est que Lacan a une activité de psychiatre. Une activité extrêmement importante. Il faisait des présentations de malades à Sainte-Anne toutes les semaines, de façon régulière, et ceux qui y ont assisté, ils étaient nombreux, témoigneront, je crois tous, du fait que c'était des présentations de malades qui étaient magistrales et qui étaient toutes, par opposition, j'en ai vu quelques-unes et je pouvais les comparer à d'autres, qui étaient toutes fondées sur un respect absolu de ce qu'on appellera le malade, puisqu'on était dans le milieu hospitalier. Or, toute cette activité psychiatrique est une activité totalement gratuite. On est dans l'hôpital public, c'est gratuit, il n'est pas question d'argent. Donc, il ne faut pas oublier qu'une moitié de l'activité de Lacan, qui n'est pas de l'ordre de la psychanalyse, est fondée sur l'absence de rapport d'argent. Et quant à la question de la psychanalyse, Lacan s'en explique en disant « on donne un temps de parole, il faut que le sujet qui parle sache que ce qu'il dit a de la valeur. Or, dans le monde capitaliste où nous sommes, ce qui a de la valeur, c'est quelque chose qui se paye. On ne peut pas faire que la notion de valeur dans la société qui est la nôtre soit autre chose que quelque chose qui est de l'ordre de ce qui se paye. Donc, pour que celui qui parle sache que dans l'espace de la psychanalyse, ce qu'il dit a de la valeur, que ça n'est pas du bavardage, que ça n'est pas de l'ordre de la confession dans l'Église, il faut absolument qu'il paye. Et évidemment, Lacan ajoute, aujourd'hui on ne le supporterait plus, mais il le dit, et il faut qu'il le paye cher. Donc, bien entendu, tout ça vous renvoie à ce que vous disiez par rapport au self-made man. Oui, parce que entre la nécessité
que soit payé cet acte, je le comprends très bien, pour donner de la valeur. Mais l'enrichissement très considérable, étonnant, un enrichissement comparable à ceux de grands industriels, etc. Là, il y a tout de même une étape que certains renaclent à franchir. Et la présence de l'argent la présence de l'argent comme facteur dans la cure elle-même, agent de la cure elle-même qui a été théorisé par Lacan. C'est quand même assez extraordinaire, ça, qu'il faille un rapport d'argent pour que la cure aboutisse. Écoutez... Mais pas si aberrant que ça, ce rapport à l'argent, si on considère que c'était l'époque du time is money. C'est même pas ça. Je dirais que vous ne pouvez pas poser cette question si vous ne posez pas aussi la question de savoir pourquoi les œuvres d'art, à partir d'un certain moment, sont devenues des objets chers. Et c'est une question qui ne va pas de soi. Que la peinture soit quelque chose qui soit aujourd'hui de l'ordre du placement, je me permets de vous rappeler que ça va de pair avec l'idée que la peinture est quelque chose d'important dans la culture. Et je pourrais donner d'autres exemples, les acteurs, etc. Donc, je crois qu'on ne va pas s'engager sur ce point. Je vais s'engager plus avant, j'ai déjà répondu. Maintenant, vous m'avez posé une question sur la survie. Ce qui m'a paru, pas sur le moment même, au fil du temps, en revenant sur les rencontres, sur les rencontres peu nombreuses, en fait, en tête-à-tête que j'ai eu avec Lacan. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui a rencontré Lacan souvent. Je ne prétends pas à cela. Mais si je reviens à ces rencontres qui ont toutes été essentielles, parce que quelque chose s'y passait, et puis de façon générale, je pense que Lacan, que ce soit dans ses présentations de malades, dans son activité de psychiatre, et d'une part, et dans son activité de psychanalyste, considérait que précisément le sujet devait considérer que la question de sa survie était capitale. Autrement dit, dans son langage toujours paradoxal, Lacan dit que le seul acte réussi, c'est le suicide, mais il faut le combiner à cette autre proposition qui est aussi lacanien. Le suicide, c'est un ratage. Pardon, excusez-moi. La réussite, c'est un ratage. Donc, en vérité, le seul acte réussi, c'est le suicide, mais justement, c'est parce qu'il est réussi qu'il est catastrophique. Et de ce point de vue-là, je dirais que si je reprenais les termes de la révolution culturelle, ils ont le mérite d'être d'une clarté absolue. Si l'ennemi fondamental, c'est l'idéologie de la survie, alors Lacan a mis au centre de son dispositif la survie. Le psychanalysant, le malade mental, pour reprendre cette expression, moi j'ai vu des cas à pleurer, véritablement. Et la manière dont Lacan prenait la chose, c'était d'essayer par tous les moyens, et parfois ça ne marchait pas, d'essayer par tous les moyens de trouver la voie qui permettrait la survie. La mort est du domaine de la foi. Vous avez bien raison de croire que vous allez mourir, bien sûr. Ça vous soutient. Si vous n'y croyez pas, est-ce que vous pourriez supporter la vie que vous avez? Si on n'était pas solidement appuyé sur cette certitude que ça finira, comment est-ce que vous pourriez supporter cette histoire? Néanmoins, ce n'est qu'un acte de foi. Le comble du comble, c'est que vous n'en êtes pas sûr. Jacques Lacan, en 1971, Jean-Claude Milner, c'est l'heure du coup d'œil sur la presse de Thomas Cluzel. Bonjour Thomas. Bonjour Marc. Et aujourd'hui, vous avez particulièrement regardé le numéro spécial de Télérama consacré à la psychanalyse à Jacques Lacan. Oui, absolument. Un numéro intitulé Psychanalyse, le désamour décrié, concurrencé. La psychanalyse serait, selon l'hebdomadaire, en crise. Et pourtant, dans les années 60, 70, c'est vrai qu'elle faisait un malheur. Lacan était une idole. Dolto cartonnait à la radio.
Et si tout le monde ne s'allongeait pas sur le divan, la psychanalyse était reine dans les médias et la vie intellectuelle. La psychanalyse dialoguait avec des figures aussi charismatiques que Lévi-Strauss ou Foucault, et pour beaucoup, brillants médecins ou philosophes formés aux humanités, les psys formaient une élite intellectuelle. Seulement voilà, cet âge d'or n'est plus. Avant, on se tournait d'abord vers la psychanalyse pour venir en aide aux âmes tourmentées. Désormais, on ne compte plus les prétendants déterminés à lui faucher sa place. En premier lieu, les fameuses TCC, les thérapies cognitives et comportementales, qui ont une vision bien différente de la cure. Quand les analyses sont longues, les TCC sont brèves, et quand l'analyste est avare de ses mots, le thérapeute, lui, est beaucoup moins distant. Il discute avec son patient et lui prescrit des exercices. Non, franchement, qu'on se le dise, il ne fait plus bon être freudien. En moins de 10 ans, le discours critique sur la psychanalyse s'est vu supplanté par un discours sur la crise de la psychanalyse. Fini donc le prestige intellectuel et social des psys. Ils sont traités désormais comme des charlatans, leurs théories qualifiées de fausses et de fantaisistes. Pis encore, ils nuiraient gravement à leur passion. On l'aura compris donc, l'époque est peu amène avec la psychanalyse, d'autant que les critiques s'élèvent dans ses propres rangs. La psychanalyse française est marquée par la dissémination des groupes et des écoles, en particulier au sein des lacaniens. Scission de scission, et l'heure de la synthèse n'est pas près de sonner puisqu'il n'y a plus de nouveaux Lacan à l'horizon. Et puis l'autre arme brandie contre la psychanalyse, c'est qu'elle serait vieux jeu, voire réac, attachée à ses rituels et à ses dogmes. Alors pour tout de même rassurer ceux qui auraient besoin de l'être autour de cette table, sachez que malgré les attaques, les crocs en jambes et les coups de coude, la psychanalyse a sans doute encore de beaux jours devant elle, dans une civilisation qui privilégie le culte de l'évaluation. C'est peu de dire que le sujet ne manque pas d'occasion de se sentir écrasé, méconnu dans ce qu'il est. En clair, la souffrance psychique, elle, se porte plutôt bien. Jean-Claude Milner, quelle est cette actualité dont parle Télérama justement sur la psychanalyse aujourd'hui? Perte de vitesse, pas perte de vitesse? Est-ce que la psychanalyse, comme certains psychanalystes le disent eux-mêmes, ceux qui ont témoigné avant cette émission, qui nous ont envoyé des messages, ont dit il faut que vous évoquiez l'idée que la psychanalyse n'est pas morte, nous ont dit les psychanalystes, mais nous disant il faut sans doute insister sur l'idée que la psychanalyse doit trouver de nouveaux chemins d'adaptation au temps dans lesquels nous vivons. Jean-Claude Milner. Ma première remarque, c'est qu'il ne va absolument pas de soi que les psychanalystes soient de brillants intellectuels. C'est une particularité, en fait, réservée à quelques pays. Aux États-Unis, par exemple, les psychanalystes qui sont très nombreux, qui l'ont été, ne se pensent pas du tout comme des intellectuels, et généralement, ils ne le sont pas. Ils ont une formation basique, mais bon. Et c'est la même chose dans la plupart des pays, disons, de langue anglaise. Donc, l'idée que le psychanalyste doit être intellectuellement brillant est une idée qui a été très mise en avant, qui a été mise en avant par Freud lui-même, considérait que le critère de culture était fondamental, mais qui a été très mise en avant, évidemment, par Lacan, qui, par sa personne, est apparu comme un des plus brillants intellectuels de son époque. Et donc, sur ce point, je crois qu'il faut relativiser les choses. Alors, le deuxième point, et sur la description qui a été faite, c'est tout à fait vrai qu'il y a d'autres modes d'approche qui bénéficient d'un soutien, d'un prestige, peut-être prestige est un trop gros mot, disons d'une aura plus forte auprès... Une efficacité peut-être. Oui, enfin bon. Le bilan est loin d'avoir été fait pour les TCC et je me permets, puisqu'on est là dans les références, de signaler à votre attention un numéro de Time Magazine, qui est un très bon thermomètre de l'opinion régnante. Jusqu'à l'année dernière, Time Magazine, quand il abordait ces questions, reposait sur deux axiomes. L'un, Freud c'est rien, la psychanalyse c'est rien, et le deuxième axiome c'est thérapie cognitive, voilà, c'est bien. Je voulais le dire, TCC, thérapie cognitive et comportementale. Voilà, c'est ça. Or, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt, je crois que c'est en mai dernier, quelque chose comme ça, un article qui dit
Mais l'efficacité des thérapies des TCC, cognitivo-comportementales, est remise en question par beaucoup d'observateurs. On se pose la question de savoir si ce qui se passe dans la période prénatale chez l'enfant, dans le sein de sa mère, toute la doctrine de Françoise Dolto, si vous voulez, bien qu'elle ne soit pas citée, on se pose la question de savoir si c'est pas ça la bonne voie. Et phrase remarquable, Freud a été le pionnier dans ce domaine. Autrement dit, l'opinion, et puisque là nous parlons de l'opinion se retourne comme elle se retourne toujours. Et là, il est tout à fait possible que la description de Télérama soit objectivement vraie dans la période présente. Moi, je vous prédis que dans quelques 2 ans, 3 ans, il faut peut-être laisser passer les élections, que ça changera totalement. Et que réhabilitation de la psychanalyse. Pourquoi faut-il laisser passer les élections? Laissons le langage creux du politique se déverser. Autrefois, on disait qu'en France, tout finit par des chansons. Aujourd'hui, il faut dire qu'en France, tout commence avec une élection importante. Donc, la vie intellectuelle est au rythme des élections. Jean-Claude Milner, dans Clarté de tout, vous, notamment au début de votre livre, parlez de comment, justement, Lacan, l'analyse si j'ose dire, et l'attention à la pensée, aux théories de Lacan vous ont fait cheminer plus avant encore sur ce qui vous passionnait, en vous faisant prendre de voies nouvelles et plus profondes encore sur la question de la linguistique, tout ce rapport à la langue, dont vous dites, au fond, que Lacan, concernant Freud, avait fait de l'œuvre de Freud, de la langue de Freud, un jardin à la française, le français pâtissant d'être moins brillant. Va-t-on dire que, par exemple, l'allemand, quand à la question justement de la psychanalyse, vous dites qu'il a fait un jardin à la française. Ça veut dire quoi quand cette histoire de jardin à la française de la pensée de Freud? Il a mis un ordre des choses. Oui, c'est en tout cas comme cela qu'il le laisse entendre. Mais à un moment où précisément, il dit aussi qu'il le présente comme une entreprise passée. C'est-à-dire, pendant plusieurs années, j'ai fait jardin à la française, etc. Ce qui veut dire qu'au moment où il écrit, c'est très intéressant, il écrit ça en 72, et dans un texte qui, à mes yeux, est, parmi d'autres choses, une sorte de bilan de ce qui vient de se passer en France, à savoir le gauchisme, auquel il est forcément intéressé de manière directe, puisque son gendre, sa fille, moi-même, d'autres, des analysants, Roland Castro, etc., ont été impliqués. Donc c'est une sorte de bilan. Et ce texte, qui s'appelle L'étourdi avec un T à la fin, ouvre une nouvelle période. Donc j'ai fait jardin à la française, c'est un retour sur le passé. Et ça veut dire qu'à partir de moment, il ne s'agira plus ni de faire quelque chose à la française, ni que ce qu'on fait, ce soit un jardin. L'expérience nous montre, c'est que cet un langage dont j'ai parlé et qui est ce dans quoi vous avez tous cru et grandi, que vous avez reçu chacun, disons le mot, dans votre famille, n'est-ce pas, n'est pas là quelque chose qui vous a été transmis sans vous véhiculer en même temps toute une réalité frémissante et vacillante, qui est faite du désir de vos parents. C'est pour autant que dans la formation de chacun, cette incidence par la mère, enfin par la langue maternelle. Voilà, c'est très compliqué, il y a des extraits d'archives compliqués à monter, mais vous avez, j'imagine que ça vous parle. Ça m'a beaucoup parlé. Ça m'a beaucoup parlé. Ça a été dans mon activité de linguiste, ça m'a, si j'ose dire, réveillé de mon sommeil dogmatique. Donc effectivement, du coup, je me suis posé la question de savoir si un linguiste en général pouvait s'affranchir de cette espèce de lien que Lacan tisse entre le fait qu'il parle une langue, tout linguiste parle une langue, et que cette langue, c'est, dans la plupart des cas, pas toujours, mais dans la plupart des cas, sa langue maternelle. Pas toujours. Parce qu'en fait, si vous réfléchissez, beaucoup de linguistes
notamment les structuralistes, je pense à Jacobson, ont fini par ne pas parler leur langue maternelle. C'est-à-dire que Jacobson, le russe, c'était ce qui était sa langue maternelle, avait totalement disparu. Et c'est le cas à cause des aléas du XXe siècle. C'est le cas d'énormément de linguistes. Le cas de Benveniste est tout à fait intéressant. Je ne suis pas sûr que sa mère lui ait parlé le français.